Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Trends Bourse. Comme chaque semaine, avec Guy Legrand, nous nous intéressons aux tendances des marchés. Dans cet épisode, il sera question du Bitcoin, de LVMH et pour commencer, ASML, dont on a eu les résultats la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on en retient, Guy ? Mais on en retient que les résultats sont bons, sont même très bons. Ce n'est pas pour rien que l'action a bondi de 710 à 760 euros le jour même de cette annonce et qu'elle a ensuite dépassé les 800 euros. Alors en fait, les résultats sont excellents, oui, c'est le moins qu'on puisse en dire, avec un chiffre d'affaires en hausse de 30% pour 2023, un bénéfice en hausse de 38%, un bénéfice qui grimpe plus que le chiffre d'affaires, c'est toujours très bon signe. Ça signifie que la marge a augmenté. Et si la marge augmente, ça signifie que l'entreprise peut vendre à un prix élevé. Elle a du pricing power, comme on dit. Donc tout ça, c'est fort bien. Cela étant dit, au niveau des perspectives, là, il faut bien constater qu'il y a des éléments positifs et négatifs. Les positifs l'emportant d'une certaine façon. Alors, je m'explique. L'entreprise a signalé que le chiffre d'affaires 2024, lui, serait plutôt stagnant. Alors, après 30% l'an dernier, stagnation cette année-ci, a priori, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Une explication, ce serait notamment la Chine, qui est un très gros client de l'entreprise. La Chine serait en recul de 10, voire 15% cette année. Pourquoi ? Bon, parce que la conjoncture économique n'est toujours pas mirobolante en Chine, et c'est un euphémisme, mais aussi, ne l'oublions pas, en raison des restrictions imposées par l'Occident, et en particulier les États-Unis, il y a des machines que ASML ne peut pas vendre en Chine. Donc, 2024, pas terrible, mais quand même rebond au second semestre, car, à juger la direction d'ASML, finalement, on a dépassé le plancher de la conjoncture dans les semi-conducteurs. La preuve en est du reste, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le carnet de commandes, au troisième trimestre, on était à 2,6 milliards. Un peu décevant, c'était franchement bof pour les analystes. Au quatrième trimestre, on espérait mieux, on est à 9,2 milliards. Ça, c'est carrément ouh. Donc, ceci a beaucoup joué. ASML est en bonne posture et le cours a explosé, pas pour rien. Alors un petit rappel quand même pour les novices qui nous rejoindraient dans ce podcast de ce que fait ASML. Oui, ASML est un fabricant, non pas de semi-conducteurs, mais de machines à fabriquer les semi-conducteurs. Ces semi-conducteurs qui, comme me l'affirmait encore un gestionnaire que je voyais la semaine dernière, c'est quand même le pétrole du 21e siècle, ne l'oublions pas. Les semi-conducteurs, aussi appelés puces électroniques, familièrement, voire parfois chips, mais pas tellement en français, c'est la base de la numérisation, la base de l'informatique globalement, base aussi de l'intelligence artificielle évidemment. Donc ASML, entreprise néerlandaise, fabrique les machines à les fabriquer via, pour les amateurs, le procédé de photolithographie. C'est un rayon lumineux qui imprime ça sur une plaque de silicium. Alors, ASML a 90% de ce marché-là. C'est un super spécialiste, une entreprise qui est toujours à la pointe. La dernière machine qui vient de sortir, technologie ultra top, vendue d'ailleurs à Intel, ça vaut 300 millions d'euros. Hein. Donc ce n'est pas à portée d'une start-up, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça peut expliquer certainement que ASML est devenue une des valeurs vedettes finalement en Europe. Mais oui, absolument, parce que ces machines sont vendues à tous les fabricants. TSMC, le fameux Taïwan, premier fabricant mondial de puces, il travaille des machines à ASML, y compris Intel aussi, donc je l'ai dit. Donc super vedette que ASML maintenant, oui c'est vrai, avec en fait une capitalisation boursière qui atteint maintenant 300 milliards. Hein. ASML est devenue la troisième entreprise la plus lourde d'Europe. Alors bien sûr, cette qualité se paie, c'est vrai, avec un cours-bénéfice de 40 sur base des résultats 2023, c'est beaucoup. De 34, 35 encore sur base des 2024, qui, on l'a vu, ne sera pas extraordinaire. Mais enfin, avec une forte croissance
attendu en 2025. Il est possible que ce ne soit pas excessif, on retiendra simplement toujours, on n'oubliera jamais plutôt qu'une valeur chère risque toujours de chuter fortement en cas de déception. En attendant, ASML est devenue la 3e capitalisation européenne, bravo, après Novo Nordisk et LVMH. Novo Nordisk et LVMH, justement, LVMH, c'était également des résultats qui étaient fort attendus la semaine dernière et pas beaucoup de surprises de ce côté-là. Ah, ça c'est résultat très attendu, oui. Et en fait, sont-ils mirobolants ? Non, mais ils ont beaucoup rassuré parce que, il faut bien le dire, on s'inquiétait quand même un petit peu pour LVMH et d'ailleurs pour le luxe en général, à cause de la Chine notamment, gros client du luxe comme des semi-conducteurs d'ailleurs. Et la Chine est un petit peu en panne comme on le sait. Alors, en fait, pas mirobolant, non. Disons qu'un chiffre d'affaires en hausse de 9% et un bénéfice de 8%, un petit peu moins quand même, attention, c'est toujours un peu dommage et mal vu. Bon, c'est bien, mais c'est pas mirobolant, comme je le dis, pour une valeur comme LVMH, qui est quand même la valeur de croissance dans le domaine du luxe, le numéro 1 mondial du luxe et de très loin. Pourtant, le cours a bondi de 12,8% ce jour-là, donc on peut imaginer que c'était vraiment une très belle surprise. C'est l'augmentation de cours la plus forte relevée en 16 ans, depuis donc 2008. Alors, pas mirobolant, mais rassurant, comme je l'ai dit. En fait, première constatation, par exemple, la marge opérationnelle s'est maintenue. On craignait qu'elle n'ait un peu baissé, l'année 2023 n'ayant pas été extraordinaire pour le secteur du luxe, contrairement à ce qu'on imagine confusément. Ça marche toujours très bien. Ben non, pas toujours. La Chine est un petit peu en panne, c'est vrai. Par contre, les États-Unis ont rebondi. On craignait une relative stagnation. Les analystes s'attendaient à une hausse des ventes de 2%. Ben non, c'est 8%. 4 fois plus. Alors 8%, c'est pas colossal, mais c'est 4 fois plus que les attentes. Ça, c'est quand même très intéressant. Les vins et spiritueux qui sont effectivement en panne, ça, c'était vraiment un secteur en panne l'an dernier. On craignait un recul non négligeable des ventes, moins 7, moins 8%. Non, c'est plus 4%. Donc voilà. Pas mirobolant, mais très rassurant, de très bonnes nouvelles finalement. Et si les États-Unis rebondissent, on imagine qu'en fait le secteur du luxe rebondit lui aussi après quelques trimestres d'incertitude, on va dire. Oui, c'est ça, des nouvelles rassurantes qui finalement rassurent tout le secteur qui en profite, tout le secteur du luxe qui en profite. Mais oui, en effet, et dans le sillage de LVMH, le même jour plutôt, Christian Dior a bondi de 12%, bon, c'est le même groupe. Hermès, confrère Hermès, et l'autre confrère et concurrent Kering, tous les deux ont bondi de 6% le jour même. Bon, 6% sur une journée, sur une séance pour des valeurs comme ça n'est pas vilain. Mais non, il faut bien dire aussi que le secteur du luxe en général et LVMH en particulier avait un peu déçu. Il y avait eu des coups de mou ces derniers temps. LVMH, qui est une super vedette qui vaut maintenant presque 400 milliards, donc pas très loin de Novo Nordisk, mais bien avant ASML, LVMH n'a pas fait grand-chose sur 2 ans. C'est une action qui a stagné. Il y a eu la très mauvaise année 2022, enfin il y a eu la bonne année 2023 aussi. Donc le luxe n'est plus tout à fait à l'image de son image historique. Et donc c'est pour ça aussi que ces bons résultats de LVMH ont vraiment très agréablement surpris. Ils ont rassuré en profondeur et tout le monde s'est rué de nouveau sur ces valeurs du luxe qui n'étaient plus à leur sommet en fait depuis un certain temps. Alors, il y a un autre actif qui a fait l'actualité ces derniers jours, voire même ces dernières semaines, c'est bien entendu le Bitcoin, dont on a beaucoup entendu parler. Mais il y a une actualité belgo-belge pour commencer le Bitcoin. On connaît la plateforme Bit4You, plateforme belge. Il n'y en a pas des masses, il y en a beaucoup aux États-Unis et ailleurs. On se souvient aussi un peu douloureusement que cette plateforme avait été mise en veilleuse en avril de l'an dernier. Elle avait suspendu ses activités, pour reprendre l'expression officielle, pour une raison très simple, c'est que son sous-traitant, auprès de qui une partie de ces bitcoins était casée, on va dire, était en procédure de faillite. Bon, c'est quand même un peu gênant, évidemment. Alors, qu'est-il arrivé tout récemment ? La procédure de réorganisation judiciaire dans laquelle se trouvait Bit4You depuis l'été est terminée. Un repreneur français, Trax
Trax, qui s'était manifesté, a été rejeté par le tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Par contre, et ça c'est le plus important, un accord est intervenu à la mi-janvier entre la direction et aussi les avocats des clients et créanciers de l'entreprise. Presque un peu moins de 300 clients se sont groupés et ont fait appel à des avocats. Et on va répartir entre ces gens-là 9,5 millions d'euros sous forme de bitcoin, donc qu'on va vendre, ce qui permettra de les dédommager à concurrence de 72% de leurs actifs, les bitcoins pour les clients, les créances pour les créanciers. Et par ailleurs, on espère retrouver les bitcoins qui se trouvent casés chez CoinLoan, cette entreprise estonienne. Ça permettrait de rembourser les gens de 20% supplémentaires. On espère réaliser ça avant la fin de l'année. Enfin, ceci est quand même une très belle, si l'on ose dire, illustration du fait que si l'autorisation des ETF en Bitcoin au début du mois de janvier par les autorités américaines a été applaudie à deux mains, comme on l'a dit à l'époque, c'était aussi et surtout parce que c'était une belle réponse intéressante et simple au problème des plateformes. Certaines disparaissent et les gens finissent par se demander où se trouve leur Bitcoin. S'il y a un problème, est-ce que je vais les retrouver ? Bit4You est une triste illustration de ce gros problème, effectivement. Mais là, il y a 9,5 millions sur un compte. Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à patienter un peu avec l'espoir que le Bitcoin reprenne quelques couleurs ? Mais c'est vrai que le Bitcoin avait manifesté quelques faiblesses récemment, donc ils auraient peut-être intérêt à attendre. En effet, il faudra peut-être leur donner un petit coup de fil à ce sujet d'ailleurs. Dire, avez-vous vu que ça remonte ? Ne vous précipitez peut-être pas. Avez-vous écouté notre podcast ? Voilà, absolument, nous l'espérons, bien entendu. Mais oui, et cette faiblesse récente du Bitcoin est très intéressante. Et là, je voudrais quand même la relever absolument, parce que un des adages boursiers bien connus, c'est « buy on the rumor, sell on the news ». Donc, quand on attend quelque chose, la rumeur, il faut acheter. Et quand la nouvelle éclate et que c'est bon, il faut vendre très vite, parce que d'autres vont le faire, il faut le faire avant eux. L'illustration par le Bitcoin est frappante. On attendait depuis des semaines, si pas des mois, enfin des semaines en tout cas, cette autorisation des ETF en Bitcoin aux États-Unis, pas en Europe. Pour l'instant, c'est uniquement aux États-Unis. Le 8 janvier, le Bitcoin était à 47 000 $, il avait bien grimpé. Et puis, la nouvelle tombe, c'est merveilleux, le Bitcoin est autorisé sous cette forme-là. 2 semaines plus tard, le Bitcoin est passé en dessous de 39 000. Ça fait 17% de baisse en 2 semaines. Ça s'appelle quand même une sacrée claque. Alors, il a remonté depuis lors, mais claque, comment ? Pourquoi cette claque ? C'est sell on the news. C'est une illustration vraiment intéressante de cet adage à ne jamais perdre de vue. N'attendez pas que la bonne nouvelle se confirme dans les journaux et dans les hebdomadaires pour réaliser votre bénéfice si vous avez acheté sur la rumeur. Oui, donc finalement, ce Bitcoin, malgré ses quelques couleurs reprises, est riche d'enseignements par rapport à ces événements du mois de janvier. Mais oui, il illustre une leçon boursière. Même le Bitcoin, il n'y a pas que les actions, même le Bitcoin illustre ce grand adage boursier, en effet. Alors cette semaine, Guy, qu'est-ce qu'on retient en tant que bon investisseur au vu de tout ce qu'on vient de raconter depuis le début ? Mais je crois qu'au travers d'ASML et de LVMH, il y a 2 confirmations intéressantes qui sont que pour juger des résultats d'une entreprise, il ne faut pas seulement, et parfois pas du tout, enfin presque pas du tout, regarder les chiffres bruts. Ce qui compte, ce sont les commentaires de l'entreprise concernant les perspectives, et à court, mais au plus encore à moyen terme. ASML a signalé 2024 pas terrible, mais rebond au second semestre parce qu'on a dépassé le plancher de la conjoncture dans notre secteur. C'est vraiment la grosse info qui a fait exploser le cours, indépendamment des résultats, même s'ils étaient très bons par ailleurs. Et du côté de LVMH, c'est là aussi, on craignait que l'année 2023 ait été assez faible. Non, après un 3e trimestre mou, on a bien rebondi, donc c'est très rassurant. Plus que les chiffres qui sont corrects sans plus, c'est le rassurement, inventons le mot s'il n'existe pas, le rassurement des investisseurs par les résultats de l'entreprise et par les perspectives qu'il dégage qui ont été le plus important. Donc ne jamais se braquer sur les chiffres, toujours voir ce qu'il y a des chiffres et aller voir ce que l'entreprise annonce pour le futur.
Eh bien voilà un bel enseignement. Merci beaucoup Guy pour Avec grand tous ces plaisir. bons conseils. On se retrouve dans 15 jours avec une autre série de tendances sur les marchés. Absolument, avec plaisir. À bientôt. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Keytrade Bank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast Trend Tendance Bourse. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons un peu plus nous pencher sur la situation économique, l'état de santé de l'économie internationale, de l'économie mondiale. Au début de chaque mois, nous assistons à la publication des indicateurs de confiance des producteurs, ce que l'on appelle traditionnellement les indicateurs PMI, qui donnent une très bonne image de l'économie, de l'état de l'économie mondiale et certainement de la confiance des producteurs dans les secteurs industriels. Secteur industriel, secteur manufacturier, qui est très important étant donné qu'il y a bien entendu une exposition directe à l'offre et à la demande dans l'économie mondiale. La confiance des producteurs dans les secteurs industriels a atteint le niveau de 50 points le mois de janvier dernier. 50 points, c'est un peu le point médian. Au-dessus des 50, on parle d'une augmentation, d'une croissance de l'économie internationale. Et en dessous des 50 points, on parle d'une contraction, d'un environnement des récessions pour l'économie internationale. En 2023, la confiance des producteurs internationaux est resté longtemps en dessous de 50 points, ce qui a bien sûr déclenché cette crainte des récessions, mais depuis quelques mois, nous voyons une amélioration progressive de la confiance des producteurs internationaux et nous sommes maintenant arrivés à nouveau au niveau de ces 50 points. En effet, si l'économie internationale s'y redresse un peu d'elle-même et commence à sortir du creux des derniers trimestres, cela signifie également que les banques centrales occidentales ne seront peut-être pas aussi agressives qu'est prévu en abaissant les taux d'intérêt à court terme. C'est un peu les scénarios que tout le monde envisageait pour l'économie mondiale, mais aussi pour les marchés financiers en 2024. La réalité semble un peu différente car le constat est que l'économie internationale se rétablit d'elle-même sans le soutien des baisses des taux d'intérêt, ce qui pourrait peut-être un peu perturber le scénario que l'on présupposait avant 2024. En ce qui concerne les marchés boursiers, nous ne voyons pas d'impact important dans l'immédiat. Bien sûr, nous constatons que les marchés boursiers ont très fortement augmenté au cours des 3 derniers mois. Et si cette tendance s'est poursuivie dans les semaines à venir, nous sommes convaincus que la confiance des producteurs internationaux augmentera davantage mois après mois. Il est important de souligner qu'il existe une corrélation très étroite entre l'évolution de la confiance des producteurs internationaux et l'évolution des marchés boursiers. Les marchés boursiers sont en réalité le meilleur indicateur prévisionnel de l'économie mondiale. Si les marchés boursiers se redressent après une forte baisse comme celle que nous avons connue en 2022 et enregistrent une performance très forte pendant 2 ou 3 mois, on observera un effet dérivé de cette évolution sur la confiance des entrepreneurs dans leur production. Donc, si cette tendance boursière s'est poursuivie dans les semaines et mois à venir, la confiance des producteurs augmentera, ce qui bien sûr rendra les banques centrales moins enclines à réduire les taux d'intérêt à court terme. Dans le même ordre d'idées, si la confiance des producteurs s'améliore davantage et qu'il y a un renforcement de l'activité économique internationale, il peut y avoir un effet dérivé à nouveau sur les taux d'inflation qui vont alors un peu augmenter parce que si l'économie se rétablit naturellement, la demande des matières premières augmentera et des prix plus élevés des matières premières se traduisent en principe par une inflation plus élevée. C'est probablement la surprise de 2024, une reprise automatique de l'économie internationale couplée à des taux d'inflation plus élevés qui ne permettront pas aux banques centrales de procéder comme le scénario 2024 le prévoyait à des réductions rapides des taux d'intérêt. En outre, la Fed a également déclaré la semaine dernière qu'il n'y aura probablement pas des baisses de taux d'intérêt en mars. Il s'agit certainement d'une première indication que ce scénario pour 2024 ne se matérialisera pas tout à fait.
Nous pensons également qu'il pourrait être intéressant pour les investisseurs de se pencher à nouveau sur des valeurs cycliques dans les semaines et mois à venir. Nous entamons maintenant le mois de février. C'est traditionnellement, d'un point de vue saisonnier, le mois le plus faible. D'ailleurs, le mois de février de l'année dernière a été négatif et après les bonnes performances de novembre, décembre et janvier, il y a des fortes chances qu'il y ait une correction. C'est assez logique, donc encore une fois, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Comme on le dit souvent, cela fait partie du jeu. Ces corrections peuvent cependant, en tant qu'investisseur, vous investir à bien analyser votre portefeuille, prendre vos bénéfices pour les actions qui ont très bien performé et réinvestir ces liquidités libérées. Une des options serait entre autres d'opter pour les actions cycliques. Si on observe la bourse des Bruxelles aujourd'hui, il est frappant, par exemple, de voir l'évolution du Umicore qui baisse semaine après semaine. Les sentiments autour de cette action est également particulièrement négatif. Beaucoup d'analystes ajustent leur objectif des cours à la baisse en publiant des rapports qui impliquent en fait un certain déclassement. Et à moyen terme, on constate que l'action est fortement survendue et commence à devenir assez intéressante. Nous pensons donc qu'en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, il y a des actions cycliques intéressantes qui sont cotées à des niveaux de valorisation très faibles, à des prix corrects et qui valent la peine d'être achetées. Pour conclure, la croissance économique est en train de se redresser sans l'aide des baisses des taux d'intérêt des banques centrales et cela pourrait perturber le scénario 2024 qui prévoyait des nombreuses baisses des taux d'intérêt aux États-Unis et dans la zone euro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines. Merci et au revoir. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique.